Bonjour à tous, donc mon analyse se portera sur le chapitre 30 de Candide. Je vais commencer par vous faire un petit résumé du chapitre, ensuite mon analyse et je vais finir par une conclusion. Dans le chapitre 30, Candide épouse Cunégonde à contre-cœur. Les autres et lui complotent pour faire envoyer son frère aux galères. Le projet est exécuté. Des Juifs soutirent à Candide l'argent qui lui reste. Les choses se passent moins bien que prévu dans la métairie dont Candide a fait l'acquisition. Chacun, devenant plus laid et aigri, accablé par le travail. La vieille n'en peut plus, et se demande s'il n'est pas pire de rester ici, à ne rien faire que d'endurer toutes les épreuves qu'ils ont vécues. Même Pangloss avoue qu'il ne croit pas aux théories optimistes qu'il obstine à soutenir. Paquette et le frère Giroflée débarquent, malheureux et misérables. Ils ont dépensé tout l'argent que Candide leur a donné. Martin avait donc raison. Candide va consulter un Devriche, un religieux musulman, réputé pour sa sagesse. Mais qu'est-ce qui se moque de ces questions sur la présence du mal dans le monde et lui ferme la porte au nez. Candide rencontre alors un bon vieillard turc qui cultive son petit jardin avec ses enfants, vend ses fruits à Constantinople et s'efforce de se mêler le moindre possible du monde. Pangloss oppose à Candide que tous les rois sont morts tragiquement. Il faut cultiver son jardin, répond Candide. C'est la leçon du conte. Cunégonde, la vieille et tous les autres se mettent alors à exercer leur talent et ainsi, la vie devient supportable. Pangloss continue de raisonner sur l'enchaînement des causes et des effets. Et Candide, une dernière fois, lui, rétorque. Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. Tout d'abord, il y a un sens d'un retour chez soi, en retournant à sa métairie. Tous les personnages principaux, Pangloss, Martin, Cunégonde, Paquette, la vieille, Giroflée et Candide, se trouvent rassemblés en un même endroit. Ce jardin qui devient le cœur de la petite communauté. La dernière longue tirade de Pangloss récapitule en quelque sorte le conte tout entier, en rappelant les principales péripéties. Je cite un passage du livre. « Si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du beau pays d'Eldorado, et termine sur la situation finale, manger des cédrats confits et des pistaches. Cette énumération fait de Candide un véritable héros, puisqu'il a surmonté toutes ses épreuves et a obtenu l'objet ultime de sa quête, Cunégonde. Ensuite, il y a l'idée d'une évolution. Dans ce livre, s'il y a bien un personnage qui n'a pas changé, c'est bien Pangloss. Comme dans le chapitre 1, il prononce de longs discours faussement savants, monopolisant la parole avec ses longues énumérations. Les morts atroces des rois, puis le récapitulatif des aventures de Candide. En précisant selon le rapport de tous les philosophes. Il souligne qu'il est incapable de penser par lui-même et qu'il ne fait que rapporter des paroles, imposant ses discours par des arguments d'autorité. Sa deuxième tirade rappelle également ses raisonnements du début du conte, autour de l'idée que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Il n'a donc pas évolué dans ses raisonnements malgré tout ce qui s'est passé, il garde un optimisme indéfectible. Candide en revanche semble avoir évolué, notamment dans sa relation avec Pangloss. Alors qu'au début du conte, il écoutait religieusement, il lui coupe ici la parole dans le premier paragraphe, et semble ne guère accorder d'importance à sa deuxième tirade, répondant par « Cela est bien dit », et s'opposant même à lui, mais il faut cultiver notre jardin. C'est Candide qui a le dernier mot, alors même qu'il parle peu dans cet extrait, par contre il fait de profondes réflexions, réfléchit seul. D'une certaine manière, l'élève dépasse le maître. Pangloss reconnaît que Candide a raison lorsqu'il l'interrompt. Donc, Candide sort mûri de ses épreuves. Il illustre ainsi l'un des principes des Lumières, qui voyait en l'homme un être capable de penser et décider par lui-même. Voltaire se sert de ce conte et de son héros pour transmettre les valeurs qui lui tiennent à cœur. Pour finir, l'idée du travail comme source de bonheur. La dernière phrase, il faut cultiver son jardin, il résume l'idée de la nécessité et du travail. Dans la petite communauté finale rassemblée autour de la métairie, chacun trouve sa place et s'accomplit dans sa tâche. Cunégonde comme cuisinière, Paquette comme brodeuse, Martin comme jardinier. Toutes ces activités ont une valeur positive, en témoignent les nombreuses formules appréciatives. Louable, excellente, très bon, honnête. Les verbes travailler et cultiver reviennent chacun à 2 reprises dans ce passage, mettant l'accent sur l'importance des tâches manuelles. La mise en valeur du travail manuel s'accompagne du refus des ambitions.
comme son poids à le démontrer Pangloss, avec sa longue tirade sur les grandeurs dangereuses et les horribles morts royales. C'est la vie simple et modeste du travailleur qui est valorisée dans cette fin de compte. Donc, l'action par le travail permet en outre à la communauté de trouver un équilibre, chaque membre étant dévolu à une tâche bien précise et utile à tous. L'action de chacun est donc nécessaire pour le bien-être de tous, alors que Pangloss reste dans des raisonnements abstraits, sans lien avec la situation présente. Par ses références hors de la réalité quotidienne, les philosophes, la Bible et le Jardin d'Éden. Candide lui tente de lui remettre les pieds sur terre en l'incitant à se mettre au travail et à cultiver son vrai jardin. Pour conclure, ce chapitre 30 met en lumière l'accomplissement intellectuel de Candide, qui choisit de bâtir son propre bonheur par les vertus du travail et la vie en communauté. Il nous fait comprendre que dans un monde imparfait, capricieux et livré au hasard, l'homme doit se libérer en prenant son destin en main, sans nier les injustices ou chercher son salut dans la religion.